16 octobre 1888, 19h30. George Lusk, président du comité de vigilance de Whitechapel, est chez lui, au 1 Alderney Road à Londres, quand il reçoit un petit colis par la poste. À l'intérieur, conservé dans 2 onces d'alcool pur, une moitié de rein humain, et une lettre écrite à l'encre rouge, qui commence par 2 mots, de l'enfer. La police a qualifié cela de canular. Les experts médicaux n'étaient pas d'accord. 137 ans plus tard, nous ne savons toujours pas qui avait raison. Car entre octobre et novembre 1888, George Lusk a reçu plus de 200 lettres prétendant provenir de Jack l'Éventreur. 211, pour être précis. Toutes furent rejetées comme étant des canulars macabres. Des gens profitant de la panique à Whitechapel pour envoyer des messages troublants. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette lettre. Quelque chose que Scotland Yard ne pouvait pas complètement ignorer, même s'il l'aurait voulu. Le rein. Un véritable organe humain, préservé dans l'alcool, envoyé 16 jours après le meurtre de Catherine Eddowes à Mitre Square. Or, Catherine Eddowes avait eu son rein gauche extirpé pendant l'autopsie. Le tueur avait retiré l'organe avec une précision pratiquement chirurgicale, ainsi que l'utérus. 45 minutes de travail méticuleux dans une ruelle plongée dans le noir, à 3 heures du matin, avec le danger constant d'être découvert. Alors, quand George Lusk a ouvert cette boîte, il ne regardait pas seulement un morceau de tissu humain. Il regardait une preuve physique, reliant directement la lettre au crime le plus brutal de la série. Si c'était vrai, cela signifiait que le tueur n'avait pas seulement tué Catherine Eddowes. Il avait gardé une partie d'elle, il l'avait conservée dans l'alcool pendant plus de 2 semaines, et puis il avait décidé de l'envoyer à l'homme qui menait la traque contre lui. La lettre disait « De l'enfer. Monsieur Lusk, je vous envoie la moitié du rein que j'ai prélevé sur une femme, je l'ai conservé pour vous. L'autre moitié, je l'ai frite et mangée. C'était très bon. Je peux vous envoyer le couteau ensanglanté avec lequel je l'ai retiré, si vous attendez encore un peu. Signé. Attrapez-moi quand vous pourrez, monsieur Lusk. » Il y avait des fautes d'orthographe délibérées. Preserved au lieu de preserved. Kidney au lieu de kidney. Certains experts ont soutenu qu'il s'agissait d'erreurs authentiques, commises par une personne sans éducation formelle. D'autres ont dit qu'elles étaient stratégiques, une tentative de déguiser l'écriture ou de créer un faux profil de classe inférieure. George Lusk n'était pas médecin, c'était un constructeur, un négociant respectable qui avait accepté de diriger le comité de vigilance parce qu'il fallait bien que quelqu'un agisse. La police était impuissante. 5 femmes assassinées en 10 semaines, toutes à moins d'1 kilomètre les unes des autres. Whitechapel était terrorisé. Les gens barricadèrent leurs portes dès 18 heures. Les prostituées, obligées de travailler pour vivre, ont commencé à se déplacer en groupe. Et pourtant, le tueur continuait à frapper. Alors Lusk a regardé ce rein conservé dans l'alcool et a fait la seule chose sensée. Il l'a apporté à un spécialiste, le docteur Thomas Openshaw, conservateur du musée pathologique de l'hôpital de Londres, l'un des meilleurs pathologistes de l'Angleterre victorienne. Openshaw a examiné le rein au microscope pendant 3 heures, et sa conclusion fut claire. Rein humain, gauche, d'une femme adulte, présentant des signes avancés de la maladie de Bright, une forme d'insuffisance rénale chronique causée par une consommation excessive d'alcool. Catherine Eddowes était une alcoolique notoire, arrêtée à plusieurs reprises pour ivresse publique. La nuit de son assassinat, elle avait été arrêtée à 8h30 du soir car elle était trop ivre pour tenir debout. La police l'a relâchée à 1h du matin alors qu'elle semblait sobre. 45 minutes plus tard, elle était morte à Mitre Square, son rein gauche manquant. Le docteur Openshaw a déclaré que le rein dans la boîte de George Lusk correspondait au profil médical attendu de quelqu'un comme Catherine Eddowes. Même maladie, même côté, même type de conservation que quelqu'un ayant des connaissances de base en anatomie utiliserait. Mais Scotland Yard avait un problème. S'ils admettaient publiquement que le rein était authentique, ils devraient admettre 2 choses. Premièrement, que Jack l'Éventreur avait suffisamment de connaissances médicales pour conserver correctement des organes humains. Deuxièmement, qu'il était assez confiant pour provoquer la police en envoyant des preuves matérielles par la poste. Cela élevait le profil psychologique du tueur d'opportunistes violents à quelque chose de beaucoup plus calculé. Quelqu'un qui non seulement tuait, mais étudiait. Quelqu'un qui comprenait l'anatomie, la conservation chimique, et qui avait assez de maîtrise de soi pour garder des trophées et les envoyer des semaines plus tard en guise de message. Scotland Yard avait besoin que ce soit un canular.
Alors ils ont fait ce que font toutes les institutions lorsqu'elles sont confrontées à des preuves gênantes. Ils ont remis en question la crédibilité de l'expert. Ils ont dit qu'Openshaw ne pouvait pas confirmer avec certitude que le rein provenait de Catherine Eddowes, ce qui était techniquement vrai. En 1888, il n'y avait pas de test ADN. Il n'y avait pas de typage sanguin fiable. Il n'y avait aucun moyen de relier définitivement ce morceau de tissu à une personne spécifique. Mais il y avait une correspondance de profil médical. Il y avait la chronologie. Il y avait le fait que quelqu'un à Whitechapel, en octobre 1888, avait réussi à obtenir un rein humain atteint de la maladie de Bright, exactement 16 jours après qu'une femme atteinte de la maladie de Bright a eu son rein gauche prélevé par un tueur en série. Les probabilités que ce soit une coïncidence étaient astronomiques. Mais la police a insisté. Canular. Quelqu'un s'est procuré un rein à l'hôpital, peut-être en soudoyant un employé de la morgue, ou dans une école de médecine, ou chez un anatomiste privé. Whitechapel avait un marché noir actif d'organes humains pour la recherche médicale. Ce n'était pas impossible. Sauf qu'il y avait un problème avec cette théorie. S'il s'agissait d'un canular, cela signifiait que quelqu'un sans lien avec les meurtres avait eu accès à un rein humain préservé, avait écrit une lettre convaincante en se faisant passer pour l'éventreur, connaissait des détails internes de l'affaire Eddowes, y compris le prélèvement du rein, et avait une motivation suffisante pour envoyer tout cela spécifiquement à George Lusk, et non aux journaux ou à Scotland Yard. Possible? Oui. Probable? De moins en moins. Car plus vous examinez la lettre du rein, plus elle se distingue des 211 autres lettres de canular. La plupart des fausses lettres étaient trop sensationnalistes, remplies de menaces exagérées, d'un langage théâtral, d'erreurs grossières d'anatomie. Elles cherchaient l'attention, elles voulaient choquer. Elles étaient écrites par des gens qui ne savaient que ce que les journaux publiaient. La lettre du rein était différente, directe, précise, presque désinvolte dans sa description de faire frire et de manger l'autre moitié de l'organe. Pas de menaces élaborées, pas de tentative d'impressionner, juste un énoncé des faits. J'ai fait ça. Voici la preuve. Attrapez-moi si vous pouvez. Et l'inclusion du rein physique changeait tout. Car n'importe qui peut écrire une lettre prétendant être le tueur. Cela ne coûte rien de plus que du papier et de l'encre. Mais envoyer un organe humain préservé, cela demande de la planification. Cela nécessite l'accès à des matériaux spécifiques. Cela demande la volonté de franchir une ligne que la plupart des canulars ne franchissent pas. Donc, 3 possibilités. Première. Le rein provenait de Jack l'Éventreur, et la lettre est authentique. Deuxième, le rein provenait d'une source médicale sans lien, et quelqu'un a écrit une lettre élaborée juste pour semer la panique. Troisième, le rein provenait de Catherine Eddowes, mais n'a pas été envoyé par le tueur original, mais par quelqu'un ayant accès au corps ou aux organes après l'autopsie. Toutes posent un problème. La première exige que nous croyions qu'un tueur en série a décidé d'envoyer des preuves incriminantes par la poste. La deuxième exige une conspiration élaborée, impliquant plusieurs personnes ayant accès à des organes humains. La troisième exige que quelqu'un au sein du système médical ou policier ait volé l'organe d'une victime de meurtre pour créer un canular macabre. Et en 1888, sans la technologie médico-légale moderne, il n'y avait aucun moyen de résoudre cela définitivement. Alors Scotland Yard a choisi le récit le plus commode. Canular. Classer l'affaire. Continuer la véritable enquête. Mais le docteur Openshaw a continué d'insister. Il a déclaré publiquement que le rein était authentique, que la préservation indiquait des connaissances médicales, que les caractéristiques anatomiques correspondaient au profil de Catherine Eddowes. Et 3 jours après avoir fait ces déclarations publiques, Openshaw a reçu sa propre lettre, écrite dans le même style, même faute d'orthographe, le menaçant directement pour avoir examiné le rein. Coïncidence? Ou quelqu'un prêtait-il une attention très particulière à ceux qui parlaient publiquement des preuves? Ce qui nous ramène à cette nuit du 16 octobre. George Lusk, ouvrant une boîte en carton, trouvant un morceau de rein humain flottant dans l'alcool, lisant une lettre qui commençait par « de l'enfer ». Car si vous voulez comprendre pourquoi nous ne pouvons pas répondre à ces questions, vous devez comprendre la nuit qui a donné de l'importance à ce rein. Le 30 septembre 1888, quand Catherine Eddowes est morte à Mitre Square. Ce qui s'est passé durant les 45 minutes entre le moment où elle a été vue vivante pour la dernière fois et la découverte de son corps allait créer le plus grand mystère médico-légal de l'ère victorienne. Pas seulement à cause de la brutalité, mais à cause de la précision, du contrôle, de la quantité de travail anatomique réalisé dans un laps de temps impossible, dans un lieu public, avec un risque massif de détection.
Et c'est cette nuit, ces 45 minutes, qui transforment la lettre du rein d'une curiosité macabre en un véritable casse-tête médico-légal. Parce que si vous parvenez à comprendre comment le tueur a fait ce qu'il a fait cette nuit-là, peut-être comprendrez-vous pourquoi il a envoyé ce rein 16 jours plus tard. Peut-être. Le rein dans la boîte de George Lusk venait d'ici, de Mitre Square, de Catherine Eddowes. Mais avant de parler du rein, nous devons parler de Catherine, car elle n'était pas juste une autre statistique victorienne. Elle était une vraie femme, avec une vraie vie, qui a passé ses derniers instants vivante par une froide nuit de septembre. 30 septembre 1888. Catherine avait 46 ans. Elle avait été arrêtée en début de soirée pour ivresse publique, une routine à Whitechapel. La police l'a gardée au poste de Bishopsgate jusqu'à ce qu'elle retrouve ses esprits. À 1h du matin, l'agent de garde l'a réveillée. Elle était lucide, elle pouvait partir. « Quel est votre nom ?» demande l'agent par pure formalité. « Rien », répond-elle. Un faux nom, un dernier geste de défi avant de s'enfoncer dans la nuit. Elle a quitté le poste à 1h du matin. 30 minutes plus tard, elle était morte. Mais c'est là que l'histoire devient impossible. Car ce qui est arrivé à Catherine Eddowes durant ces 30 minutes défie toute logique médico-légale. Cela défie ce que nous savons de l'anatomie humaine. Cela défie ce qu'il est physiquement possible pour une personne de faire dans le noir, seule, sous une pression temporelle extrême. Laissez-moi reconstituer les faits pour vous. Mitre Square était une petite place victorienne. 4 bâtiments formaient un carré quasi parfait. Une entrée au sud-ouest. Une sortie au nord-est. Pas de bec de gaz. Une obscurité quasi totale après le crépuscule. L'agent Edward Watkins faisait une ronde de 15 minutes. Il patrouillait le même circuit chaque nuit. Il entrait dans Mitre Square, traversait la place, sortait de l'autre côté. 15 minutes plus tard, il revenait. À 1h30 du matin, Watkins est entré dans Mitre Square. Vide. Complètement vide. Il en a témoigné sous serment lors de l'enquête du coroner. Voici ce que nous savons avec certitude. À 1h35 du matin, 3 témoins ont vu Catherine Eddowes entrer dans Mitre Square avec un homme. Ils l'ont vu clairement. Ils ont décrit son apparence. Ils ont décrit l'homme à ses côtés. 5 minutes après cette observation, à 1h40, un autre témoin est passé par l'entrée de Mitre Square. Il n'a rien vu. Il n'a rien entendu. 4 minutes plus tard, à 1h44, l'agent Watkins a terminé sa ronde de 15 minutes et est retourné à Mitre Square. Il a trouvé Catherine Eddowes allongée sur le dos dans le coin sud-ouest de la place. Sa gorge avait été tranchée si profondément que l'on voyait la colonne vertébrale. Son ventre avait été ouvert du sternum au pubis. Ses intestins avaient été retirés et délibérément placés sur son épaule droite. L'utérus avait disparu. Le rein gauche avait été prélevé dans la cavité abdominale. Mais il y avait plus. Son visage était méconnaissable. Les paupières étaient lacérées. Le bout du nez avait été tranché. Le visage présentait des entailles triangulaires régulières. Tout cela s'est passé en 9 minutes. 9 minutes entre la dernière fois que Watkins a vu la place vide à 1h30 et le moment où il a découvert le corps à 1h44. Mais attendez. Car en réalité, c'était moins de 9 minutes. Catherine a été vue vivante à 1h35. Le témoin qui est passé par la place à 1h40 n'a rien vu. Cela signifie que le crime réel a eu lieu quelque part entre 1h40 et 1h44. 4 minutes. Peut-être 5, tout au plus. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Comment imaginer ce qu'il faut pour faire ce qui a été fait à Catherine Eddowes? Non seulement la tuer, non seulement l'éventrer, mais effectuer des actes chirurgicaux complexes à l'abdomen, extraire des organes internes situés profondément dans l'anatomie, mutiler le visage de manière précise, placer les intestins selon un motif délibéré. Dans le noir absolu. Seul. Sans lampe. Pendant qu'un policier passe tous les quarts d'heure. Pendant que des passants pourraient en surgir. En 4 minutes à peine. Le docteur Frederick Gordon Brown a mené l'autopsie. C'était un chirurgien expérimenté. Un médecin légiste professionnel. Un homme qui a passé toute sa vie à étudier l'anatomie humaine. Lors de l'enquête du coroner, on lui a posé une question directe. Combien de temps vous faudrait-il, avec votre expérience, pour retirer un rein d'un corps humain? Sa réponse. Avec un bon éclairage, une assistance adéquate et des instruments chirurgicaux appropriés, cela prendrait au moins 15 minutes. 15 minutes. Le tueur l'a fait en moins de 5, dans le noir, seul, avec un couteau. Et il n'a pas seulement retiré le rein, il a aussi retiré l'utérus.
Il a aussi pratiqué de vastes mutilations abdominales. Il a aussi mutilé le visage. Il a aussi disposé les intestins selon un motif spécifique. C'est impossible. Mais c'est arrivé. Et c'est là que la controverse médicale commence. Car en 1888, lorsque le docteur Brown a témoigné lors de l'enquête, il a fait une déclaration qui allait façonner toute l'affaire pour les 137 années à venir. Il a dit que le tueur avait des connaissances anatomiques considérables. Le docteur Phillips, un autre médecin qui a examiné les victimes de l'éventreur, est allé plus loin. Il a témoigné que le tueur avait une habileté chirurgicale ou une formation de boucher. Le verdict officiel de l'enquête incluait les mots « Le tueur possédait des connaissances anatomiques ». Et ainsi est née la théorie la plus durable sur Jack l'Éventreur. C'était un médecin, ou un étudiant en médecine, ou un chirurgien, ou quelqu'un ayant une sorte de formation médicale formelle. C'était logique, n'est-ce pas? La précision, la vitesse, la capacité à localiser et retirer des organes spécifiques. Tout indiquait quelqu'un avec une éducation médicale. Sauf que, peut-être pas. Car lorsque les pathologistes légistes modernes réexaminent ces preuves, ils arrivent à des conclusions très différentes. Certains soutiennent que l'ablation des organes était, en fait, grossière, pas chirurgicale, qu'un chirurgien qualifié ne travaillerait jamais de cette manière, que les coupes étaient aléatoires et non précises, que le tueur coupait simplement jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. D'autres maintiennent l'évaluation originale. Ils soulignent la vitesse, l'emplacement spécifique des organes, le fait que le tueur savait exactement où chercher dans la cavité abdominale. Cela nécessite des connaissances anatomiques, disent-ils. Et voici le plus fou. 137 ans plus tard, il n'y a toujours pas de consensus. Les experts médicaux modernes, avec accès à une technologie légiste avancée, avec des décennies d'expérience en pathologie, avec toutes les connaissances accumulées de la science médicale moderne, n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord pour savoir si le tueur avait une formation médicale ou non. Pensez-y. Nous parlons de preuves matérielles, de vrais corps, de vraies blessures, pas de théories abstraites. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous accorder sur le niveau de compétence impliqué. Pourquoi? Parce que les conditions rendent la comparaison impossible. Un chirurgien travaille sous un éclairage vif, avec de l'aide, avec des instruments stérilisés, avec du temps, avec le corps positionné de manière idéale, avec une formation qui met l'accent sur la précision, la propreté, la technique appropriée. Le tueur de Catherine Eddowes a travaillé dans l'obscurité presque totale. Seul. Probablement avec un seul couteau. En moins de 5 minutes. Avec le corps sur le sol en pierre. Sous un stress psychologique extrême. Avec la menace constante d'être découvert. Comment comparer ces deux situations? Comment évaluer la compétence chirurgicale quand chaque variable est complètement différente? Vous ne pouvez pas. Et c'est peut-être justement le cœur de la question. Victoriens et pathologistes modernes s'obstinent à poser la mauvaise question. La véritable question n'est pas « le tueur avait-il une formation médicale ?» C'est « comment, indépendamment de sa formation, quelqu'un a-t-il accompli cela sous ces conditions ?» Car voici ce que nous savons avec certitude. Quiconque a tué Catherine Eddowes possédait quelque chose. Des connaissances anatomiques, peut-être. Une habileté chirurgicale, possiblement. Une expérience préalable de la dissection, probable. Mais plus important que tout cela, ils avaient un but précis. Ils ne mutilaient pas au hasard. Ils cherchaient quelque chose. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Et quand ils l'ont trouvé, ils l'ont emporté avec eux. Le rein gauche de Catherine Eddowes. 16 jours plus tard, ce rein allait apparaître dans une boîte envoyée à un homme bien précis. George Lusk. Pas à la police. Pas aux journaux. Pas à un médecin ni à une autorité officielle. À George Lusk. Pourquoi Lusk? Qui était ce personnage? Qu'avait-il de particulier? Pourquoi le cibler psychologiquement? Et voici la question bien plus dérangeante. Si le tueur connaissait l'existence de George Lusk 16 jours avant d'expédier le rein, cela sous-entend une planification. De l'observation. Il choisissait ses cibles, non pas seulement ses victimes, mais aussi ses destinataires de messages. Que nous confie cette lettre sur la psyché derrière ces meurtres? Quel degré de calcul? Quelle distinction entre un meurtrier en série banale et quelque chose d'infiniment plus sinistre? Car lorsque vous lisez cette lettre, lorsque vous analysez vraiment les mots, vous réalisez quelque chose de terrifiant. L'auteur de ces lignes ne se contentait pas de se vanter d'un crime. Il créait un récit, il construisait un personnage, il manipulait la perception du public.
Il se mettait en scène. Et George Lusk, qu'il le sache ou non, était devenu une partie de cette mise en scène. La lettre qui accompagnait le Rhin était différente de toutes les autres, parmi les plus de 200 lettres de l'éventreur reçues par la police. Et il y avait une raison précise à cela. Jusqu'en octobre 1888, la police avait classé des centaines de fausses lettres. La plupart étaient signées « Jack l'Éventreur » et tentaient d'imiter le ton sensationnaliste des journaux de l'époque. Mais cette lettre, celle-ci était différente. Elle avait été envoyée à George Lusk, président du comité de vigilance de Whitechapel, un groupe civil formé parce que la police avait totalement échoué à capturer le tueur. Lusk était un simple constructeur, un citoyen qui avait osé défier l'incompétence policière et organiser des patrouilles nocturnes dans les rues de Whitechapel. Et quelqu'un a décidé qu'il méritait de recevoir la moitié d'un rein humain. Pourquoi Lusk? Pourquoi ne pas l'envoyer à la police ou aux journaux? Nous y reviendrons. D'abord, examinons ce que la lettre disait vraiment. From hell. Mr. Lusk, sir, I send you half the kidney I took from one woman preserved it for you. To the piece I fried and ate. It was very nice. I may send you the bloody nif that took it out if you only wait a while longer. Signed, catch me when you can. Mr. Lusk. Lisez à nouveau. Observez les fautes d'orthographe. Kidne au lieu de kidney. Preserved au lieu de preserved. Sir au lieu de sir. Mister au lieu de mister. Pour la police victorienne, c'était la preuve que la lettre avait été écrite par un analphabète, probablement un ouvrier de Whitechapel, peut-être même le tueur lui-même. Mais il y a un problème avec cette interprétation. Ces fautes d'orthographe ne sont pas du hasard. Elles suivent un schéma phonétique précis. Kidne reflète exactement la prononciation d'East London. Preserved reproduit la prononciation irlandaise ou cockney de preserved, où le E long devient un A. Sor, c'est, sir, prononcé avec l'accent irlandais. Ce ne sont pas les erreurs de quelqu'un qui sait à peine écrire. Ce sont celles de quelqu'un qui transcrit phonétiquement, reproduisant délibérément l'accent d'un quartier ouvrier spécifique. Cela soulève une hypothèse troublante. Et si ces fautes d'orthographe révélaient non pas l'ignorance, mais l'intelligence? Et si l'auteur était suffisamment cultivé pour reproduire fidèlement le parler d'un ouvrier d'East London? Voilà précisément le type de détail qu'ajouterait un médecin, un étudiant en médecine ou quelqu'un ayant reçu une vraie éducation pour brouiller les pistes. Examinons maintenant la lettre en elle-même. L'encre était rouge, pas du sang. Les analyses de l'époque le confirment. L'écriture est fine, penchée à droite, avec une cohérence remarquable. Ce n'est pas celle de quelqu'un en difficulté avec la plume. Détail surprenant. Des minuscules apparaissent après les points, ce qui viole les conventions victoriennes, où les majuscules succèdent à la ponctuation finale. C'est un choix délibéré, pas une maladresse. La lettre a été postée au bureau de l'Eastern District, cachetée du 15 octobre. Elle aurait donc été postée le jour après la livraison du colis à Lusk. Attends, un jour après? Non, attendez. Le colis et la lettre sont arrivés ensemble le 16 octobre au soir. Le cachet du 15 octobre indique seulement quand la poste l'a traitée, pas quand elle a été écrite. Ce détail était révélateur. L'expéditeur maîtrisait le système postal et savait comment chronométrer sa livraison. Mais voici le détail le plus crucial de tous, celui que les experts victoriens ont remarqué immédiatement et qui n'a toujours pas d'explication convaincante. S'il s'agissait d'un canular, l'auteur savait que Catherine Eddowes avait perdu son rein gauche avant que cette information ne soit rendue publique. Le rapport d'autopsie contenant ce détail n'a été publié qu'après que Lusk eut reçu le paquet. La seule façon pour l'auteur d'être au courant pour le rein manquant était d'avoir assisté à l'autopsie, d'avoir lu le rapport confidentiel ou d'être le tueur lui-même. Aucune de ces options ne favorise la théorie du canular. Approfondissons l'analyse linguistique, car c'est ici que la lettre devient vraiment étrange. En 1888, les experts de la police ont écarté la lettre en raison de son langage théâtral. Des phrases comme « I fried and ate it was very nice » et « Catch me when you can » semblaient trop exagérées, trop performatives, comme sorties d'un mauvais roman policier ou d'une pièce de théâtre. La communauté médicale, cependant, a pris la lettre au sérieux précisément à cause de la preuve physique du rein. Les journaux ont comparé l'écriture manuscrite avec d'autres lettres de l'éventreur et ont noté qu'elle était complètement différente. Les lettres « Dear Boss » et « Saucy Jackie », qui ont introduit le nom de Jack l'éventreur, avaient une écriture claire, cursive, sans les motifs phonétiques de la lettre « From Hell ». L'analyse linguistique moderne révèle des couches plus profondes.
Les modèles d'orthographe phonétique suggèrent une familiarité avec le dialecte de l'Est de Londres, mais l'incohérence dans l'alphabétisation suggère une tromperie potentielle. Une personne véritablement illettrée commet des erreurs aléatoires et non des erreurs phonétiquement cohérentes. Le ton provocateur correspond au profil psychologique des tueurs en série organisés, des individus qui aiment se moquer de l'autorité et démontrer leur contrôle. Mais, et c'est un point critique, tous ces modèles pourraient être simulés par un faussaire éduqué, connaissant le dialecte local et ayant accès à la littérature criminelle de l'époque. Voici la doctrine que nous devons remettre en question. La police victorienne supposait que les fautes d'orthographe étaient synonymes d'analphabétisme. Les analyses modernes montrent qu'une écriture phonétique délibérée peut indiquer le contraire. Quelqu'un de suffisamment éduqué pour reproduire avec précision le dialecte de la classe ouvrière. Ce n'est pas de la spéculation. Nous avons des exemples documentés d'écrivains victoriens de la classe moyenne qui faisaient exactement cela dans des œuvres littéraires, reproduisant les dialectes cockney et irlandais avec une précision phonétique pour un effet dramatique. Mais cela nous amène à un problème impossible à résoudre. Nous ne pouvons pas effectuer d'analyse vocale d'une lettre écrite. Nous ne pouvons pas interviewer l'auteur. Nous ne pouvons pas appliquer de tests ADN médico-légaux modernes sur de l'encre dégradée depuis plus d'un siècle. Chaque conclusion que nous tirons nécessite des hypothèses que nous ne pouvons pas vérifier. Nous analysons l'intention à travers des artefacts, lisant dans les esprits à travers des taches d'encre sur du papier jauni. Et la vérité inconfortable est que 3 interprétations complètement différentes sont tout aussi plausibles et toutes ont des failles fatales. Interprétation 1. C'est une lettre authentique du tueur. Cela expliquerait la connaissance du rein manquant avant la publication. Cela expliquerait le choix de Lusk comme cible. Un civil défiant l'autorité policière que le tueur aurait pu considérer comme digne d'attention. Cela expliquerait le ton de provocation. Mais cela soulève des questions impossibles. Pourquoi risquer l'interception postale? La poste victorienne était étonnamment efficace pour traquer les correspondances suspectes. Pourquoi viser Lusk spécifiquement plutôt que la police ou les journaux, qui seraient des cibles plus évidentes pour quelqu'un cherchant la notoriété publique? Et si le tueur a vraiment frit et mangé l'autre moitié du rein, comme l'affirme la lettre, pourquoi prendre le risque d'envoyer une preuve physique qui pourrait remonter jusqu'à lui? Interprétation 2. C'est une plaisanterie d'étudiants en médecine. Les étudiants en médecine de l'époque victorienne étaient connus pour leurs blagues macabres impliquant des spécimens anatomiques. Ils avaient accès à des reins conservés, une connaissance des autopsies et le genre d'humour noir qui trouverait drôle d'effrayer un justicier civil. Mais comment un étudiant pourrait-il obtenir un rein correspondant à celui de Catherine Eddowes avant que le rapport d'autopsie ne soit publié? Les spécimens anatomiques conservés dans le formol ne se décomposent pas à la même vitesse que le rein envoyé à Lusk, que le docteur Openshaw a décrit comme montrant des signes de la maladie de Bright et une dégradation cohérente avec une conservation dans l'alcool, et non le formol. Et quel serait le mobile? Les blagues d'étudiants visent généralement des professeurs ou des collègues, pas des personnalités publiques aléatoires comme Lusk. Interprétation 3. C'est une supercherie élaborée avec des connaissances internes. Quelqu'un ayant accès au rapport d'autopsie, une connaissance des dialectes de l'Est de Londres et un motif pour terroriser Lusk aurait pu orchestrer toute l'opération. Peut-être un journaliste voulant vendre plus d'exemplaires, un membre mécontent du comité de vigilance voulant discréditer Lusk, ou même un policier frustré cherchant à détourner l'attention de l'échec de la police elle-même. Mais qui avait ce type d'accès? Les rapports d'autopsie étaient des documents confidentiels. La connaissance du rein manquant d'Eddowes aurait été limitée aux médecins présents, aux enquêteurs de la police et peut-être à quelques employés administratifs. Et quel serait le motif pour créer une farce aussi élaborée? Quel bénéfice quelqu'un tirerait-il de l'envoi d'un rein humain à George Lusk? Chaque réponse appelle des questions impossibles. Qui avait les moyens? Qui avait les connaissances? Qui avait le mobile? Et pourquoi, sur plus de 200 lettres de l'éventreur que la police a écartées comme des canulars, celle-ci est-elle la seule que la communauté médicale ait prise au sérieux? George Lusk a d'abord cru à une plaisanterie. Il a jeté le paquet. Ce n'est que lorsque ses collègues du comité de vigilance ont insisté qu'il l'a récupéré et apporté au docteur Thomas Openshaw au London Hospital pour analyse. Openshaw a examiné le rein et a conclu qu'il provenait d'un être humain, montrait des signes de la maladie de Bright et avait été conservé dans de l'alcool de vin et non du formol. Catherine Eddowes souffrait de la maladie de Bright. Son rein gauche était manquant. Les correspondances étaient trop troublantes pour être ignorées. Mais Openshaw reçut une lettre de suivi menaçante quelques jours plus tard,
le ridiculisant pour avoir examiné le rein et le mettant en garde de ne plus se mêler de l'affaire. Cette lettre fut également écartée comme étant un canular. Mais pourquoi quelqu'un enverrait-il une lettre de menace complémentaire au médecin ayant examiné le rein, à moins d'être sincèrement inquiet que l'analyse ne révèle quelque chose de compromettant? La vérité est que nous n'avons pas de réponse définitive. Nous n'avons que des questions de plus en plus troublantes. Chaque interprétation de la lettre From Hell exige d'accepter l'impossible. Soit nous croyons que le tueur était assez audacieux pour utiliser la poste publique, soit nous croyons qu'un étudiant en médecine a pu accéder à des informations d'autopsie restreintes, soit nous croyons que quelqu'un a orchestré un canular élaboré sans motif discernable. Ces trois options violent toutes un principe fondamental de logique ou de comportement humain raisonnable. Et cela nous amène à la prochaine question critique. Si nous ne pouvons pas nous fier à l'analyse linguistique, si nous ne pouvons pas vérifier l'intention de l'auteur, si chaque interprétation historique présente des failles fatales, alors que peut nous dire la science forensique moderne? Que révèlent les tests ADN, l'analyse toxicologique et la reconstitution de scènes de crime sur les preuves matérielles qui ont survécu plus d'un siècle? Et pourquoi, malgré tous ces outils avancés, aucun suspect n'a-t-il été définitivement confondu? Pour comprendre pourquoi toutes les enquêtes modernes ont échoué à produire une réponse concluante, nous devons examiner ce que la science forensique a été, et n'a pas été, capable de nous dire sur les preuves matérielles. Et les résultats sont plus frustrants que vous ne l'imaginez. La science forensique moderne a révolutionné les enquêtes criminelles. Des cold cases des années 70, 80 et 90 sont résolus grâce à l'ADN. Des meurtriers qui pensaient s'en être tirés il y a 40 ans sont identifiés grâce à des preuves microscopiques que la technologie victorienne n'aurait jamais pu détecter. Chaque mois, les gros titres annoncent la résolution d'une nouvelle affaire classée. L'ADN ne ment pas. La génétique forensique ne faillit pas. Alors pourquoi pas Jack l'Éventreur? C'est cette dissonance cognitive qui alimente toute une industrie d'affirmation définitive. Si nous pouvons identifier des tueurs de 1975 en utilisant de l'ADN dégradé, pourquoi ne pouvons-nous pas identifier un tueur de 1888? La logique semble irréfutable. La technologie avancée résout les vieux mystères. Sauf quand ce n'est pas le cas. Et voici la vérité que personne ne veut admettre. Plus nous avançons technologiquement, plus le mystère de Jack l'Éventreur s'épaissit. Non pas parce que nous manquons d'outils, mais parce que nous n'avons pas de preuves que ces outils peuvent traiter de manière fiable. Mais cela n'empêche pas les gens d'essayer. En 2014, un homme d'affaires britannique, Russell Edwards, publie un ouvrage au titre prometteur, Naming Jack the Ripper. Son hypothèse fait sensation. Il aurait acquis aux enchères un châle ayant appartenu à Catherine Eddowes, l'une des victimes bien connues. Ce châle renfermerait de l'ADN. De l'ADN susceptible, enfin, d'identifier le criminel le plus célèbre de l'histoire. Edwards a engagé le docteur Jari Louhelenen, un biologiste moléculaire, pour analyser le tissu. Et les résultats semblaient en concluants. L'ADN mitochondrial trouvé sur le châle correspondait à Aaron Kosminski, un immigrant polonais qui travaillait comme barbier à Whitechapel et figurait déjà parmi les principaux suspects historiques. Plus impressionnant encore, le châle contenait des taches identifiées comme du sperme, et cet ADN correspondait également aux descendants de Kosminski 7 générations plus tard. Les médias se sont enflammés. Jack l'Éventreur enfin identifié. Un mystère de 126 ans résolu par la science. L'ADN révèle l'identité du tueur le plus recherché de l'histoire. Edwards a vendu des milliers de livres, des documentaires ont été produits. L'histoire a fait le tour du monde comme un fait établi. Enfin, la technologie moderne avait triomphé d'un mystère victorien. Et puis, les généticiens forensiques ont commencé à poser des questions. En 48 heures, des experts indépendants ont commencé à identifier de sérieux problèmes de méthodologie. En une semaine, le consensus scientifique était clair, cette preuve ne prouve absolument rien. Le problème n'était pas la technologie, c'était tout le reste. Commençons par le problème le plus fondamental, la chaîne de traçabilité. C'est le concept forensique de base qui établit que vous devez prouver, de manière documentée et ininterrompue, où une preuve s'est trouvée depuis le moment où elle a été collectée jusqu'au moment où elle a été analysée. C'est la différence entre une preuve utilisable au tribunal et un objet sans valeur probante. Russell Edwards prétend avoir acquis ce châle aux enchères, affirmant qu'il proviendrait de la scène du crime en 1888. Problème majeur, aucune documentation ne relie ce châle au meurtre d'Eddowes. Les photographies policières de la scène de crime, aucun châle. L'inventaire des objets trouvés sur le corps, le châle n'y figure pas.
Les rapports médico-légaux de l'époque. Pas de mention de prélèvement de tissu taché. La première trace documentée de ce châle apparaît dans les registres de vente aux enchères des années 1990, plus d'un siècle après les meurtres. La provenance traçable de cet objet commence en 1990 et non en 1888. Tout ce qui précède n'est que spéculation, tradition orale et histoire non vérifiable. En termes forensiques, cela signifie que nous n'avons absolument aucune preuve que ce tissu ait jamais été proche de Catherine Eddowes, et encore moins sur elle au moment de sa mort. Mais supposons un instant que le châle soit authentique. Cela ne résout toujours pas le second problème, la contamination. Ce tissu a transité par des collectionneurs, des commissaires-priseurs, des chercheurs et des passionnés durant plus de 130 ans. À l'époque victorienne, aucun protocole de stérilisation n'existait. Pas de sac à preuve hermétique, pas de conservation climatisée, pas de gants pour le manipuler. Cet objet a changé de main des dizaines, peut-être des centaines de fois. Chaque contact a déposé de l'ADN. Chaque environnement d'entreposage a apporté du matériel génétique. Insectes, moisissures, bactéries, poussières. Analyser l'ADN d'un objet aussi exposé, ce n'est pas nécessairement récupérer des traces de 1898. Cela pourrait être de 1950, 1980, 2000 ou 2010. Il est impossible, d'un point de vue médico-légal, de distinguer l'ADN déposé en 1888 de l'ADN déposé à tout moment ultérieur, à moins de disposer d'une chaîne de traçabilité documentée et d'une conservation stérile. Ce châle ne possède ni l'un ni l'autre. Mais le problème s'aggrave encore lorsque nous examinons le type d'ADN utilisé dans l'analyse. Le docteur Llewellyn a basé ses conclusions sur l'ADN mitochondrial. Ce n'est pas la même chose que l'ADN nucléaire utilisé dans la plupart des analyses médico-légales modernes. L'ADN mitochondrial est hérité exclusivement de la lignée maternelle. Il est transmis de la mère aux enfants, inchangé au fil des générations. Cela signifie que vous partagez votre ADN mitochondrial avec votre mère, vos frères et sœurs, vos cousins maternels, vos oncles maternels, et toute la descendance maternelle remontant à des centaines d'années. Pour identifier un individu, l'ADN mitochondrial est fondamentalement insuffisant. Il ne désigne pas une personne. Il désigne une lignée maternelle que partagent potentiellement des milliers de personnes. Aaron Kosminski était d'origine polonaise et juive ashkénaze. En 1888, Londres accueillait une massive population d'immigrants d'Europe centrale, nombreux à partager une ascendance maternelle commune. Cette correspondance définitive, que le docteur Llewellyn revendiquait, elle s'applique en réalité à une personne sur 290 000 dans Londres en 1888. Pas de spécificité. Statistiquement, c'est quasi négligeable. Pour la perspective, Whitechapel et ses alentours regroupaient environ 900 000 habitants en 1888. Une correspondance d'ADN mitochondrial, une sur 290 000. Cela signifie au moins 3 personnes de cette zone auraient ce profil génétique. Probablement plus, les immigrants d'Europe de l'Est vivant en communautés concentrées. Vous ne pouvez pas identifier un tueur quand les preuves correspondent à des milliers de suspects. Mais il y a encore un quatrième problème, et c'est peut-être le plus révélateur, des failles dans l'évaluation par les pairs. La méthodologie du Dr Llewellyn n'a pas été reproduite de manière indépendante. Ces données brutes n'ont jamais été mises à disposition pour une vérification externe. Lorsque ces travaux ont finalement été publiés dans le Journal of Forensic Sciences en 2019, des généticiens légistes indépendants ont immédiatement remis en question les techniques utilisées. La publication scientifique fonctionne par le biais de l'évaluation par les pairs. D'autres experts examinent votre méthodologie, vérifient vos calculs et tentent de reproduire vos résultats. Ce processus n'a pas eu lieu correctement avec l'analyse d'Edward Llewellyn. Et lorsque les généticiens légistes ont enfin eu accès à l'étude publiée, ils ont identifié de sérieux problèmes. Le docteur Hansi Weissensteiner, généticien de l'université d'Innsbruck, a souligné que les séquences d'ADN mitochondrial rapportées contenaient des erreurs d'interprétation. Le docteur Walter Parson, spécialiste en ADN légiste de la même institution, a déclaré que les conclusions allaient au-delà de ce que les données pouvaient raisonnablement étayer. De nombreux experts ont noté que l'analyse n'avait pas suivi les protocoles standards pour traiter l'ADN ancien et potentiellement contaminé. Les gros titres disaient « La science a résolu l'affaire ». La science a dit « Cette méthodologie est fondamentalement défaillante. La frustration monte. Ce n'est pas nouveau. Combien de solutions définitives se sont effondrées sous le poids de l'examen scientifique ?» Dans les années 1970, Stephen Knight publie « The Final Solution ».
prétendant que les meurtres relevaient d'une conspiration royale, famille royale, franc-maçon, médecins d'élite, spectaculaire, historiquement réfuté. Dans les années 1990, la romancière policière Patricia Cornwell dépense des millions pour prouver que le peintre Walter Sickert était l'assassin. Elle achète des toiles, analyse l'ADN de timbres et de lettres, engage des experts médico-légaux. Résultat ? Inconclu. L'ADN ne confirme rien, la communauté universitaire rejette tout. Dans les années 2000, de multiples affirmations ont émergé, basées sur des journaux intimes et des confessions récemment découvertes. Tous se sont avérés être des faux ou impossibles à vérifier. Chaque génération pense que la technologie moderne résoudra enfin les mystères victoriens. Chaque génération découvre la même vérité. Les preuves se dégradent, mais la certitude n'émerge pas. Le schéma est toujours identique. Une affirmation dramatique, une couverture médiatique massive, l'enthousiasme du public, une analyse critique, un démenti scientifique, et puis, l'oubli. Jusqu'à ce que la prochaine solution définitive apparaisse. Ce cycle exprime quelque chose d'essentiel sur nos rapports avec l'inexpliqué. Nous avons désespérément besoin d'une réponse. Nous croyons dur comme fer qu'une technologie suffisante compensera n'importe quel manque de preuves. Nous rêvons de gros titres criants, résolus, plutôt que irrésolublement ambigus. Mais la médecine légale impose son diktat brutal, sans preuves physiques fiables, sans traçabilité documentée, sans conservation stérile, sans méthodologie vérifiable. Ce n'est pas une preuve scientifique. C'est de la spéculation bien habillée. Le paradoxe central de cette affaire ? Plus nos outils s'affinent, plus il devient manifeste que nous ne posséderons jamais les preuves requises pour les employer utilement. La génétique médico-légale moderne peut identifier des individus à partir de cellules de peau microscopiques, mais seulement si ces cellules sont collectées dans des conditions contrôlées, conservées adéquatement et analysées selon des protocoles scientifiques rigoureux. Aucune de ces conditions n'existe pour des preuves datant de 1888. L'analyse isotopique peut déterminer où quelqu'un a grandi en se basant sur la composition chimique de ses os. Mais seulement si vous avez des os à analyser et si vous savez à qui ils appartenaient. Nous n'avons ni l'un ni l'autre pour Jack l'Éventreur. Le profilage psychologique moderne peut créer des portraits détaillés de criminels inconnus, mais uniquement avec des données médico-légales complètes issues de scènes de crimes préservées, d'autopsies détaillées et d'une analyse comportementale systématique. Les rapports que nous avons de 1888 sont incomplets, contradictoires et filtrés à travers les préjugés victoriens sur le crime et la folie. À chaque avancée technologique, nous ne nous rapprochons pas de la solution. Nous comprenons simplement mieux à quel point la solution est impossible à atteindre. Si l'ADN ne peut pas identifier Jack l'Éventreur, qu'en est-il des suspects eux-mêmes ? Pendant 137 ans, les enquêteurs se sont concentrés sur un casting rotatif de tueurs potentiels. La théorie dominante change à chaque décennie. Un suspect est mis en avant, analysé de manière exhaustive, puis écarté lorsque des preuves contradictoires émergent. Un autre prend sa place. Le cycle continue indéfiniment. Et chacun de ces suspects, du médecin royal à l'immigrant pauvre, de l'artiste célèbre au boucher anonyme, a une chose en commun. Nous ne pouvons rien prouver. Sans ADN, les affaires sont résolues grâce à des preuves circonstancielles, des témoignages oculaires et l'analyse des mobiles. L'affaire de Jack l'Éventreur a tout cela, pour 5 personnes différentes. C'est ici que l'enquête se transforme en labyrinthe. Car nous ne sommes pas confrontés à un manque de suspects. Nous sommes confrontés à un excès de suspects. Et chacun semble être le bon coupable, jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. Commençons par les officiels, les hommes que la police métropolitaine de Londres elle-même a jugés dignes d'enquête. Aaron Kosminski, immigrant polonais, barbier, né en 1865. Il vivait à Whitechapel pendant les meurtres. Il correspondait aux descriptions des témoins, homme juif, entre 25 et 30 ans. Et le plus important, il a été nommé dans un mémorandum de la police de 1894 par l'inspecteur en chef Donald Swanson comme suspect principal. Voici ce qui rend Kosminski convaincant. Il a été interné dans un asile psychiatrique en mars 1891 pour maladie mentale. Les meurtres ont cessé en novembre 1888. Le calcul semble fonctionner. Un homme souffrant de troubles mentaux, vivant dans la zone exacte des crimes, identifié par un témoin, retiré de la société après l'arrêt des crimes. En 2014, quelque chose d'encore plus explosif a émergé. Un châle appartenant soi-disant à Catherine Eddowes, l'une des victimes, a été soumis à une analyse ADN. Les résultats ?
une correspondance avec des descendants de Kosminski. L'affaire était résolue. Jack l'Éventreur avait enfin un nom. Mais voici la faille fatale. Premièrement, ce mémo de la police a été écrit 6 ans après les meurtres. Swanson se fiait à sa mémoire, pas à une enquête active. Deuxièmement, les registres de l'asile montrent que Kosminski a été admis plus de 2 ans après l'arrêt des meurtres. Quelle est l'explication de cet intervalle? Troisièmement, il n'y a jamais eu de preuve physique le reliant au crime lors de l'enquête réelle. Aucune. Et qu'en est-il de l'ADN de 2014? La communauté scientifique l'a rejeté complètement. Le châle n'a pas de provenance vérifiable. Il n'y a pas de chaîne de conservation. Aucune preuve qu'il ait jamais été sur la scène du crime. L'analyse a été réalisée par une entreprise privée, et non par un laboratoire médico-légal indépendant. Et les méthodes ont été critiquées par des généticiens comme étant fondamentalement défaillantes. Kosminski semble parfait sur le papier, mais le papier ne résiste pas à l'examen minutieux. Le suivant, Montague John Druitt. Avocat et enseignant, né en 1857. Éduqué. Respectable. Et retrouvé mort dans la Tamise le 31 décembre 1888. Suicide apparent. Environ 7 semaines après le dernier meurtre. Druitt a été désigné par le chef Melville McNaughton comme « suspect probable » dans ce même mémorandum de 1894. Et il y a quelque chose de profondément troublant dans le timing. Les meurtres s'arrêtent en novembre. Druitt meurt en décembre. Sa famille pensait qu'il était le tueur, et il était assez instruit pour justifier les théories sur la compétence chirurgicale. C'est ce qui se rapproche le plus pour un enquêteur victorien de dire « c'est notre homme ». Mais voici le problème. Druitt ne vivait pas à Whitechapel. Il vivait à Blackheath, dans le sud de Londres, à environ 13 km de là. Il n'y a aucune preuve qui le place à Whitechapel lors de l'un des meurtres. 0. Pas de casier judiciaire. Aucun comportement violent documenté. Et le mémorandum de McNaughton contenait des erreurs factuelles sur Druitt, y compris sur sa profession. Plus importante encore, la lettre de suicide de Druitt ne mentionnait pas les meurtres. Rien. Si un homme est tellement tourmenté par la culpabilité qu'il se tue, pourquoi ne pas avouer? La réponse? Probablement parce qu'il n'avait rien à avouer. Maintenant, le troisième suspect officiel, Francis Tumblety. Médecin américain, charlatan, né en 1833. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Tumblety a été arrêté à Londres en novembre 1888 pour indécence grave, des actes homosexuels. Il a fui aux États-Unis avant son procès. Un comportement on ne peut plus suspect. Mais attendez, ça s'améliore. Des contemporains ont rapporté que Tumblety collectionnait des organes humains conservés dans des bocaux. Plus précisément, des utérus. La police l'a suivi jusqu'à New York. Ça prouve un intérêt sérieux. Et des témoins ont documenté sa misogynie. Un homme qui déteste les femmes collectionne leurs organes et fuit la justice britannique exactement au moment où les meurtres s'arrêtent? On dirait bien qu'on a trouvé notre tueur. Sauf que non. Tumblety a été arrêté le 7 novembre 1888. C'est après la plupart des meurtres. Aucune preuve ne le place sur les scènes de crime. Et physiquement, il était très reconnaissable. Il mesurait plus d'1,80 et s'habillait de manière extravagante. Cela ne correspond pas aux descriptions des témoins parlant d'un homme ordinaire. De plus, il était américain, avec un fort accent. Dans un quartier où tout le monde se connaissait, un grand américain tape à l'œil aurait été remarqué. Et cette histoire de collection d'organes, elle vient d'une seule source peu fiable, des décennies après les faits. 3 suspects, 3 forces de police différentes les ont jugés crédibles, 3 failles fatales qui rendent l'accusation impossible. Et on n'a pas encore fini, parce que les enquêteurs modernes ont examiné les preuves victoriennes et ont dit « Vous n'avez pas cherché les bonnes personnes ». James Maybrick, négociant en coton, né en 1838. Il vivait à Liverpool, mais voyageait régulièrement à Londres pour ses affaires. Mort en 1889, empoisonnement à l'arsenic, sa femme a été condamnée. C'est déjà louche. Mais en 1992, quelque chose d'extraordinaire a surgi. Un journal intime. 63 pages manuscrites, prétendument écrites par Maybrick, avouant être Jack l'Éventreur. Le journal mentionne des détails spécifiques sur les meurtres, dont certains n'étaient même pas publics en 1888. S'il est vrai, c'est le saint graal de la ripperologie. Les enquêteurs étaient euphoriques. Enfin, une confession de première main. L'analyse de l'encre n'a pas été concluante, ce qui signifie qu'elle pourrait dater de 1888. Maybrick voyageait à Londres. Il avait accès au lieu. Il avait le profil psychologique d'un tueur en série, contrôlant,
violent et finalement assassiné par sa propre femme. Tout colle. Jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. L'authenticité du journal est largement contestée. L'écriture ne correspond pas aux documents connus de Maybrick. Aucune preuve ne le place à Whitechapel aux dates des meurtres. Et voici le vrai problème. Le journal a fait surface 103 ans après les meurtres. 103 ans. Sans provenance. Sans chaîne de possession. Juste un homme qui a prétendu l'avoir trouvé sous le plancher d'une maison. Le consensus académique? Le journal est une fraude moderne, probablement créée dans les années 1980 ou 1990. Pas en 1888. Maybrick est un chef-d'œuvre de falsification, mais cela reste une falsification. Et enfin, la théorie la plus personnelle de toutes. Joseph Barnett, porteur de poissons, né en 1858, ex-compagnon de Mary Jane Kelly, la dernière victime. Cette théorie est élégante dans sa simplicité. Barnett avait une relation intime avec Kelly. Il existe des rapports faisant état de violences conjugales. Il connaissait ses habitudes, l'endroit où elle vivait. Et c'est lui qui a découvert son corps le 9 novembre 1888. Plus important encore, les meurtres ont cessé après la mort de Kelly. La théorie fonctionne ainsi. Barnett a tué 4 inconnus comme victimes d'entraînement pour finalement tuer son ex-compagne. C'est local, c'est personnel. Et ça explique pourquoi les meurtres se sont arrêtés. Il a obtenu ce qu'il voulait. Mais voici la faille logique. Pourquoi tuer 4 inconnus pour finir par tuer une ex-petite amie? Cela ne correspond à aucun profil psychologique connu. La violence conjugale suit des schémas spécifiques. Les victimes d'entraînement n'en font pas partie. Les preuves matérielles sur la scène de Kelly ne suggèrent pas de violence conjugale. Et la police a enquêté sur Barnett et l'a blanchi. Aucune inculpation. La théorie Barnett exige que l'on accepte une escalade psychologiquement invraisemblable. Et aucune preuve ne le lie aux 4 autres victimes. 5 suspects. 5 théories plausibles. 5 effondrements après examen. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que les théories modernes tentent d'appliquer le profilage criminel à des preuves victoriennes. Mais le profilage ne fonctionne que lorsque nous avons des données fiables. En 1888, nous n'avions pas de description de témoins fiables. Pas d'analyse médico-légale. Pas de chronologie vérifiable. Nous essayons de résoudre un puzzle dont il manque 80% des pièces. Et différents experts regardent les pièces restantes et voient des images complètement différentes. Un historien de l'époque victorienne dira « probablement Druitt ou Kosminski ». Un médecin légiste dira « ça pourrait être n'importe qui avec une expérience en boucherie ». Un psychologue criminel dira « le profil correspond à 10 000 hommes à Whitechapel en 1888 ». Et un ripperologue dira « nous avons 20 théories tout aussi plausibles. Ils ont tous raison, et ils ont tous tort. » Car c'est là le véritable secret de l'affaire Jack l'Éventreur. Ce n'est pas un échec de l'enquête. C'est un artefact de son époque. En 1888, les outils pour résoudre ce crime n'existaient pas. La police scientifique moderne n'existait pas. Le profilage criminel n'existait pas. L'analyse ADN n'existait pas. Et 2025 ne peut pas reconstruire ce que la Londres victorienne a détruit. Nous ne pouvons pas récupérer des preuves qui ont été contaminées, jetées ou jamais collectées. Nous ne pouvons pas interroger des témoins morts depuis un siècle. Nous ne pouvons pas analyser des scènes de crimes qui ont été nettoyées, reconstruites ou démolies. Ce que nous avons, ce sont des photos granuleuses, des rapports d'autopsie contradictoires et les mémoires d'hommes qui ont écrit leurs théories des années après les faits. Depuis 1898, plus de 100 suspects ont été proposés. 100. Chacun avec ses défenseurs. Chacun avec sa preuve irréfutable. Et aucun consensus. Car la vérité est celle-ci. Jack l'Éventreur n'est pas un mystère non résolu. C'est un mystère insoluble. Le profilage criminel moderne suggère un agresseur organisé ayant une connaissance des lieux. Mais cela décrit littéralement des milliers d'hommes à Whitechapel en 1888. Des ouvriers d'abattoirs, des bouchers, des médecins, des charcutiers, des marins, des commerçants. N'importe lequel d'entre eux aurait pu le faire. Ils sont tous morts aujourd'hui. Alors pourquoi continuons-nous d'enquêter? Pourquoi une affaire de meurtre vieille de 137 ans, sans solution, continue-t-elle de captiver des millions de personnes? La vraie question n'est pas « qui était Jack l'Éventreur ?» C'est « pourquoi ne pouvons-nous pas laisser ce mystère s'endormir ?» Et la réponse n'habite pas les archives de la police victorienne. Elle réside dans notre rapport à l'inconnu, dans la manière dont nous bâtissons des histoires à partir du chaos, et dans le pouvoir qu'un mystère non résolu acquiert, bien supérieur à n'importe quelle solution.
137 ans après que George Lusk ait ouvert ce colis, le 16 octobre 1888, la lettre persiste. Préservée dans les archives policières, photographiée, numérisée, scrutée par des générations d'experts. From hell, Mr. Lusk. I send you half the kidney I took from one woman. Chaque mot, chaque tâche, des comparaisons d'écriture avec des centaines d'autres missives. Et mystère total sur l'auteur. En 2025, cela décevrait n'importe qui. Nous sommes à l'ère de l'analyse ADN, de la reconstruction numérique, d'intelligences artificielles détectant des motifs invisibles. Une technologie que les enquêteurs victoriens n'auraient jamais pu imaginer. Alors pourquoi, après 137 ans, l'affaire Jack l'Éventreur reste-t-elle officiellement non résolue? La réponse ne réside pas dans le manque de tentatives. Elle réside dans la nature impossible des preuves, et dans le voyage que chaque génération a parcouru en essayant de surmonter cette impossibilité. Des années 1890 aux années 1920, les enquêteurs victoriens et édouardiens. Ils ont été les premiers héros de cette histoire. Ils travaillaient avec une technologie médico-légale inexistante. Pas d'analyse cohérente des empreintes digitales. Pas de photographie standardisée des scènes de crime. Pas de psychologie criminelle comme discipline établie. Leur tentative héroïque. Reconstruire l'affaire grâce aux témoignages oculaires et à la déduction logique classique. Identifier le tueur par la seule force du raisonnement d'investigation. Leur limitation fatale? Les témoignages oculaires sont notoirement peu fiables. Surtout à Whitechapel en 1888. Surtout de témoins ivres, traumatisés ou économiquement incités à inventer des informations pour les vendre aux journaux. Et les preuves matérielles? Il n'existait aucun protocole de préservation. La scène de crime de Mary Kelly a été photographiée, puis détruite lorsque des ouvriers ont nettoyé la chambre. Le rein a été manipulé sans gants. La lettre est passée par des dizaines de mains. Les enquêteurs victoriens ont fait de leur mieux. Et leur mieux n'a pas suffi. Des années 1960 aux années 1980. La criminologie moderne émerge. Le profilage criminel devient un outil d'enquête respectable. Le FBI crée l'unité d'analyse comportementale. Pour la première fois dans l'histoire, les enquêteurs peuvent appliquer la psychologie légale systématique aux crimes violents. Les ripérologues de cette époque ont pensé « ça y est, nous pouvons analyser le comportement du tueur, identifier des schémas psychologiques, réduire la liste des suspects sur la base d'un profil scientifique. » Leur tentative héroïque? Appliquer des décennies de connaissances criminologiques accumulées aux preuves victoriennes? Créer des profils psychologiques du tueur basés sur le comportement sur la scène de crime. Leur limitation fatale. Vous ne pouvez pas interroger des témoins morts depuis 80 ans. Vous ne pouvez pas reconstruire des scènes de crime détruites en 1888. Vous ne pouvez pas valider votre profil psychologique car vous ne savez pas qui est le tueur. Le profilage criminel fonctionne lorsque vous pouvez comparer les prédictions à la réalité. Ici, il n'y a pas de réalité à comparer. Juste une spéculation sophistiquée. Et ainsi, malgré la science révolutionnaire, l'affaire est restée non résolue. Des années 1990 aux années 2010. La révolution de l'ADN. Pour la première fois, les enquêteurs peuvent identifier des individus à partir d'échantillons biologiques microscopiques. Des affaires classées datant de plusieurs décennies sont résolues. Des condamnations sont annulées. La génétique médico-légale semblait être la clé finale. Les ripérologues de cette époque ont pensé « s'il reste le moindre ADN préservé sur les lettres, sur les vêtements des victimes, sur n'importe quelle preuve matérielle ayant survécu, nous pouvons résoudre ça. » Leur tentative héroïque? L'analyse ADN des lettres attribuées à Jack l'Éventreur. L'examen génétique des timbres et des enveloppes. La comparaison avec l'ADN des descendants de suspects historiques. Leur limitation fatale? La contamination. Les lettres ont été manipulées par des centaines de personnes depuis 1888. Policiers, journalistes, archivistes, chercheurs. Chaque touché ajoute de l'ADN contaminant. De plus, une conservation inadéquate a dégradé le matériel génétique au cours de plus d'un siècle. Et même si vous trouvez un ADN inconnu, avec qui le comparer? Il n'existe pas de base de données ADN de 1888. Il n'y a aucun moyen de prouver que l'ADN sur les lettres appartient au tueur et non à un journaliste curieux de 1920 ou à un archiviste de 1965. En 2014, un chercheur a prétendu avoir résolu l'affaire en utilisant l'ADN d'un châle supposément lié à Catherine Eddowes. Il a identifié Aaron Kosminski comme le tueur. La communauté médico-légale a rapidement souligné des problèmes.
Chaîne de traçabilité du châle non vérifiable, contamination probable, méthodologie douteuse. L'affirmation n'a pas fait l'unanimité scientifique. La technologie qui a résolu des milliers d'affaires classées a trouvé sa limite dans le cas le plus célèbre de tous. Décennie 2020 à 2025. Analyse numérique, intelligence artificielle, reconnaissance de forme par ordinateur. Numérisation massive des archives historiques. Des algorithmes capables de traiter des millions de pages de documents victoriens en quelques secondes. Les ripérologues d'aujourd'hui se disent « Nous avons la puissance de calcul pour analyser chaque archive survivante. » Une IA qui peut détecter des liens que les humains ne verraient jamais. Une technologie d'analyse graphologique qui peut comparer la lettre « From Hell » avec des milliers d'échantillons d'écriture victorienne. Leur tentative héroïque. Utiliser tout l'arsenal de la technologie moderne. Numérisation haute résolution. Analyse spectrale de l'encre et du papier. Algorithme d'apprentissage automatique cherchant des modèles dans les données historiques. Leur limite fatale ? Aucune puissance de traitement de données ne peut créer de nouvelles preuves primaires. Vous pouvez analyser les preuves existantes avec une précision sans précédent. Mais vous ne pouvez pas analyser des preuves qui n'ont jamais été collectées, ou qui se sont dégradées au point d'être irrécupérables il y a des décennies. L'intelligence artificielle peut traiter l'information. Elle ne peut pas voyager dans le temps. Chaque génération pense. Nous avons la technologie qu'ils n'avaient pas. Nous allons résoudre ça. Chaque génération découvre la même vérité. Les preuves qui pourraient prouver la culpabilité ou l'innocence n'ont jamais existé, ou se sont dégradées au-delà de toute récupération il y a longtemps. Et voici le paradoxe fascinant. Cela ne rend pas l'affaire moins importante. Cela la rend plus importante. Pourquoi ? Parce que cela expose quelque chose de profond sur la façon dont nous, humains, nous rapportons au mystère. Pensez-y. Combien de meurtres dans le Londres victorien? Des milliers. Combien résolus puis oubliés? La majorité. Des affaires résolues de 1888 que vous connaissiez? Probablement aucune. Jack l'Éventreur. Omniprésent culturellement. Plus de 100 livres tentant d'identifier l'assassin. Aucun consensus académique. Conférences spécialisées. Revues universitaires. Un champ d'études, la ripérologie. Les visites guidées de Whitechapel drainent des millions annuels en tourisme, films, documentaires, séries, expositions muséales. Les énigmes résolues apportent une satisfaction fugace, puis l'oubli culturel. Les énigmes irrésolues maintiennent l'engagement génération après génération. Parce qu'elles incarnent le paradoxe cognitif fondamental de notre existence, nous aspirons à une conclusion, tout en valorisant le mystère. La conclusion procure un confort psychologique, le mystère propose une quête permanente. Jack l'Éventreur propose quelque chose de plus profond qu'une réponse, l'humilité intellectuelle. Pouvoir dire « nous ignorons » constitue une vérité supérieure à une certitude trompeuse. Pensez à ce que représente cette affaire pour ceux qui chérissent à la rigueur intellectuelle. Une enquête sans raccourci vers une conclusion. Une analyse des preuves sans précipitation vers des réponses faciles. L'acceptation des bornes de notre savoir tout en poursuivant la compréhension. Voilà la maturité scientifique. Voilà l'intégrité épistémique. Pour ce public particulier, c'est profondément gratifiant. Vous regardiez pour l'enquête, pas pour des réponses. Nous avons enquêté, examiné les preuves, contesté les théories, et abouti à la seule conclusion intellectuellement honnête. Nous ne saurons peut-être jamais. Et ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. La victoire de l'honnêteté sur le confort, de la complexité sur la simplification, de la réalité sur un récit rassurant. L'affaire Jack l'Éventreur n'est plus une question d'identification. C'est affronter les limites du savoir, l'arbitraire du violence, l'inexorabilité du temps. Londres victorienne figée par un meurtre irrésolu. Ce mystère enseigne davantage que n'importe quelle solution. Que tous les énigmes n'admettent pas de réponse. Que les preuves se dégradent. Que certains aspects du passé nous restent à jamais inaccessibles. Qu'une rigueur investigative ne garantit pas la résolution. Ce sont des leçons précieuses. Des leçons que les affaires résolues ne transmettraient jamais. Alors, revenons à ce demi-rein dans la boîte de George Lusk. Nous savons qu'il était humain. Nous savons qu'il présentait des signes de la maladie de Bright. Nous savons qu'il manquait le rein gauche à Catherine Eddowes et qu'elle souffrait de la maladie de Bright. Revenons à la lettre qui l'accompagnait. Nous connaissons l'écriture. Nous connaissons les phrases. Nous savons qu'elle a été postée depuis Whitechapel. Ce que nous ignorons, le tueur l'a-t-il posté? Impossible de le prouver. Impossible de le réfuter.
137 ans d'enquête aboutissent à une incertitude raffinée. Et il existe une certaine beauté là-dedans. Car Jack l'Éventreur n'est plus un individu. C'est une énigme. Pas qui a commis cela. Mais pouvons-nous vraiment saisir le passé? 5 victimes. Des centaines de suspects. Des milliers d'enquêteurs. Des millions d'heures passées à analyser les preuves. Et le mystère perdure. Peut-être n'est-ce pas un revers. Peut-être un mausolée dédié à l'honnêteté intellectuelle en une époque de fausses certitudes. Un rappel, la réalité dépasse nos histoires. Certaines questions méritent d'être posées même quand les réponses paraissent impossibles. Légistes, historiens, criminologues, tous conviennent sur un point: l'affaire demeure insoluble avec les preuves actuelles. Et c'est acceptable. Parce que la véritable énigme n'est pas la résolution. Ce sont ces 137 ans d'humanité refusant de cesser de questionner, malgré l'apparente impossibilité des réponses. From Hell, Mr. Lusk. Je vous envoie la moitié du rein que j'ai pris à une femme. Attrapez-moi quand vous pourrez. 137 ans après, nous continuons à enquêter. Et nous continuerons. Non parce que nous croyons l'attraper, mais parce que poursuivre la vérité, même inatteignable, c'est ce qui nous définit comme êtres humains. La capacité à enquêter sachant que nous découvrirons peut-être jamais. Le courage de dire « nous ignorons » dans un monde exigeant des certitudes. La volonté d'honorer la complexité plutôt que de simplifier pour notre confort psychologique. Voilà le message de ce rein de Whitechapel. Pas l'identité de Jack l'Éventreur, mais qui nous sommes, 137 ans après, à perpétuer cette interrogation. Pour explorer d'autres énigmes où le mystère est la réponse, où l'enquête rigoureuse transcende les conclusions faciles, abonnez-vous. Certaines questions méritent d'être posées à jamais. Et parmi toutes les questions que l'humanité soulève, peu sont aussi persistantes, aussi culturellement résonantes, aussi intellectuellement humiliantes que celle-ci. Qui était Jack l'Éventreur? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et c'est peut-être ainsi qu'il devrait en être.